Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit focus sur la fin d'année. J'ai pas pu faire trop de podcasts après tout ce qu'il y a eu autour de Tony Yoka, donc c'était un peu les derniers que j'ai fait. Et j'avoue, je les ai un peu choisis pour l'audience que ça allait rapporter, parce que franchement, quand je vois la différence entre un podcast sur Yoka ou le podcast preview d'Evin Haney contre Régis Progrès, c'est quand même plus rentable de parler de Yoka. Donc c'est pas ce qui me passionne, mais je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à dire et sur le combat et sur la polémique d'après. Donc j'ai un peu fait des choix, mais j'ai mis des trucs de côté donc parce que j'ai pas eu le temps de tout gérer comme je disais. Là, je vous raconte ma vie 2 secondes, mais je vais partir pour les fêtes de fin d'année en famille, donc j'aurai pas mon micro, pas tous mes outils de podcasteur. Donc je pourrais pas faire de podcast avant le début de l'année prochaine. Donc je voulais faire un petit truc un peu freestyle, mais pour revenir rapidement sur les choses que j'ai pas pu traiter avant et bien sûr pour parler de la soirée box qui va avoir le 23 décembre, donc Day of Reckoning avec Joshua, Wilder, etc. Vous faire une petite preview. Je pense qu'il y a pas mal de contenu box qui va être dispo sur le sujet, mais voilà, au moins ici vous aurez quelques petits éléments sur mon point de vue. Je vais d'abord commencer par revenir, alors ça fait longtemps maintenant, mais sur Progrès Année, parce que j'avais vraiment envie de parler de ce combat. J'ai jamais eu le temps vraiment de faire un débrief, donc je vais pas vous faire un débrief de malade, mais juste pour vous dire ce que je trouvais intéressant là-dedans. Ensuite, on va passer sur les autres trucs qui vous intéressent sûrement plus, parce que ça commence à dater, j'avoue. Mais c'était juste pour dire que ce que je trouve hyper intéressant dans le combat qu'on a eu entre Régis Progrès et Devin Haney, c'est que il y avait Baki une fois, je sais pas si vous voyez qui c'est, bon, c'est un combattant de MMA français qui combat à Arès, etc. Je trouvais qu'il avait une métaphore qui était hyper intéressante. Enfin, je sais pas si c'est une métaphore, mais une formule en tout cas, où il disait que les sports de combat, c'était un combattant qui, à un instant T, allait imposer sa vérité à un autre. Parce qu'en fait, dans les sports de combat, souvent les combattants pros, ils sont conditionnés, ils sont convaincus que c'est eux les meilleurs. Et c'est pour ça que souvent on dit ouais, lui il évite lui, etc. Mais c'est plus les promoteurs qui vont essayer de faire en sorte que les combats se fassent pas quand c'est trop risqué pour leur poulain, que les combattants qui eux sont souvent dans un mindset de c'est moi le numéro 1, c'est moi le meilleur et je vais gagner. Et ce que je trouve hyper fort dans cette formule et comme elle s'est appliquée à Progrès contre Année, c'est qu'on a eu vraiment le choc de ces deux vérités où je pense que Progrès était vraiment convaincu que son punch ce serait beaucoup trop pour Année. Et Année, lui, il est convaincu qu'il arrivait à nullifier cet atout qu'a Progrès. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au final, c'est Année qui a imposé de façon hyper brutale sa vérité à Progrès. Et c'est ça qui est fort, en fait. Et le scénario, il s'est passé un peu comme je l'avais annoncé dans la preview, mais Progrès, il avait pas le bagage technique pour gêner Année. Et c'était un peu un match-up parfait. Après, fallait faire le combat qu'a fait Année, et ça, c'est vraiment une masterclass. Et j'ai souvent été dur avec Heini. Bon, c'est pas toujours mon boxeur préféré. Ça reste un boxeur quand même pour les puristes. Mais quand on s'intéresse vraiment à la boxe en termes de technique et de tactique, c'est vraiment un combat d'école ce qu'il a fait. Alors, Progrès l'a un peu aidé parce que, comme je l'avais annoncé sur les faiblesses, et comme d'autres aussi ont pu le souligner, Progrès, c'est pas un mec qui sait bien couper le ring. Et du coup, il n'arrivait pas à sortir sa gauche comme il voulait, donc son bras arrière pour connecter et faire mal à Année. Il l'a forcé un peu en fin de combat, mais sinon il se faisait quasiment tout le temps contrer par Année parce que Année il a fait une masterclass. Il est resté concentré, appliqué, méthodique, efficace. Il n'a pas couru autour du ring comme je pensais qu'il pouvait potentiellement le faire, en gardant que son avantage d'allonge. Là, il a aussi su s'engager à bon escient, mais avec un timing toujours parfait, c'est-à-dire qu'il savait bien gérer avec son bras avant. Et dès qu'il sentait le bon moment, il rentrait, il frappait, il faisait mal, il ressortait, il bougeait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Progrès et sa team, ils ont parlé tout l'avant-combat en disant que Eni savait mettre personne KO, qu'il avait pas de force, que Progrès allait l'exploser parce qu'il frappait trop fort, etc. Et donc il se prend le knockdown dans le troisième. Je me dis putain, tout ce qui a dû tourner dans sa tête à Progrès à ce moment-là. Après, faut pas se dire non plus que Eni est devenu un puncher sur le knockdown du troisième round en tout cas. Pour moi, Progrès, il est un peu en arrière, il est un peu en déséquilibre. Alors, il tombe sous l'impact, oui, mais je pense que ça se voit qu'il n'est pas hyper affecté par le coup. Bon, ça a dû un peu le choquer, mais il est pas à l'ouest, il a encore ses jambes. Par contre, je pense que celui du sixième, dans le sixième, il prend aussi une patate où il tombe pas,
mais là on voit qu'il se fait vraiment sonner et que c'est là il la sent. Donc c'est marrant de voir que je pense que c'est le coup le plus violent et celui qui lui a fait le plus mal, sur lequel il n'est pas tombé des deux. Mais il s'est bien fait sonner 2 fois. Il a été valeureux, Progrès, il a pas lâché l'affaire. Il a montré qu'il avait du cœur. Il a vraiment tout essayé, je pense, mais l'écart il était beaucoup trop grand. Et comme je le disais encore une fois, Ané là, il a montré que c'est un maître, vraiment un maître. Il a un jab et même plus globalement une qualité de bras avant qui est hyper rare. Il sait tout faire avec, il sait dicter le tempo, il sait gêner, il sait préparer ses attaques, il sait le mettre pour empêcher l'autre d'avancer et bouger. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Et quand tu combines ça à la vivacité qu'il a montré, son sens du placement et du timing, bah, ça donne un boxeur qui est juste monstrueux en fait. Après, comme je le disais, ça reste un boxeur pour les puristes parce que il manque toujours un peu de punch forcément. Mais s'il avait ça en plus, ben, il serait juste injouable quoi. Et il y a ce débat qui dit est-ce que Haney c'est le nouveau Mayweather. Franchement, quand on voit ce qu'il est capable de faire là, c'est dur de ne pas faire le rapprochement. Donc vraiment gros respect à Haney et surtout gros respect au fait que ben il soit quand même allé au combat, il ait eu du panache cette fois dans sa victoire. Il n'est pas juste essayé de gérer. Il nous avait dit qu'on verrait le meilleur Haney possible. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc franchement incroyable. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est que donc il y a une stat qui dit que Progrès a battu le record du moins de coups qui ont touché sur un combat. Le précédent, c'était Edwin de los Santos contre Shakur Stevenson. Et pourtant, l'impression laissée par Haney et l'impression laissée par Shakur est complètement différente. Où Shakur contre De Los Santos, donc le précédent record du nombre de touches le moins nombreux, le moins important, Shakur c'était vraiment fatigant à regarder quoi. Il se passait rien, il était hyper défensif, il faisait hyper attention. Alors que là, Haney a réussi à ne pas se faire toucher par Progrès, mais derrière, il nous a quand même livré une super prestation, divertissante et hyper intéressante. Donc moi, franchement, maintenant, si je me positionne en me disant qu'est-ce que je veux voir pour Haney dans des prochains combats, donc là, je vois que ça parle pas mal de Catterall, de Josh Taylor, etc. Je crois même de Sandor Martin. Donc maintenant qu'il est passé au step Progrès, je sais pas, surtout que Josh Taylor, il avait dit qu'il allait monter de catégorie, donc je trouve pas ça incroyable. Moi, vraiment, si je veux voir le combat qui me fait rêver absolument, ce serait Haney contre Gervonta, parce que ça, c'est une opposition de style et quelque chose de super beau. Il parle aussi de Ryan Garcia, mais ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt quand on voit aujourd'hui le niveau de maîtrise technique de Haney. Franchement, Garcia, il va le balader, ça va même pas être marrant. Je préférais voir un Garcia contre Teofimo Lopez, par exemple, que contre Haney. Et après, bien sûr, Teofimo contre Haney, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, moi, ma wishlist 2024, ce serait vraiment un Haney contre Gervonta ou un Haney contre Teofimo Lopez. Voilà ce que j'avais à dire sur ce combat-là, que je voulais un peu partager avec vous quand même. Il y a aussi eu Sonny Rodriguez, Jesse Bam Rodriguez contre Sonny Edwards, qui a eu lieu donc le week-end dernier. Je voulais en parler aussi avant parce que je savais que ça allait être un super combat. Sonny Edwards, il est quand même plus défensif, donc je me disais ça peut aller un peu dans les deux sens, mais je pensais qu'on verrait un beau niveau technique. Là, Edwards, il n'a pas refusé le combat, donc c'était vraiment hyper beau, techniquement, tactiquement. C'était une vraie bataille, une vraie guerre en même temps. Donc franchement, si vous n'avez pas vu ce combat, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Je sais que c'est des petites KT et que ça intéresse moins de monde, mais c'est là en général où on voit les plus belles oppositions. Et là, Jesse Rodriguez, il a un punch de malade pour sa KT, donc moins qu'un autre boxeur dont on va parler dans pas très longtemps. Mais franchement, c'est assez impressionnant ce que fait Rodriguez, comme il arrive à prendre la mesure de ses adversaires, à les mettre dans le combat qu'il veut. Et Edwards, derrière, il n'a pas lâché, il a été blessé assez tôt, avec une grosse blessure à l'œil. Il va au tapis, il arrive quand même à se relever, à battre le compte. Donc vraiment, grosse résilience, grosse détermination. Et hâte de voir jusqu'où Jesse Rodriguez va pouvoir aller. Mais voilà, si vous n'avez pas eu ce combat-là, franchement, allez-y parce que ça vaut le coup. Donc voilà, je voulais faire juste une petite dédicace sur ce combat. Dédicace, en parler quoi, en dire deux mots. Et on va parler au sujet, je pense, qui intéresse le plus de gens, qui est le fameux Day of Reckoning, donc la soirée boxe qui aura lieu en Arabie Saoudite le 23 décembre avec Joshua Wilder, Parker Wallin, Bivol, Opetaya, etc. etc. Donc forcément, moi j'avais fait une petite preview au moment où ils avaient annoncé la soirée.
je continue à penser, bon, bien évidemment, je vais la regarder, je suis content qu'elle ait lieu. Et en vrai, plus ça passe, plus je suis content parce que je me dis, ça va être une bonne soirée boxe pour finir l'année. Mais les affrontements, c'est censé être. On est censé voir quand même à chaque fois le tête de liste l'emporter, même si sur les main events, il peut y avoir des surprises, on va en parler. Mais voilà, ça reste une soirée cool. C'est pas les match-up les plus équilibrés qu'on ait vus partout, mais ça va être une grosse soirée quand même. Et surtout, ça va nous apporter pas mal de réponses sur pas mal de sujets, justement. Et je trouve que c'est un peu en danger parce que donc je l'ai partagé sur mon compte Instagram, mais apparemment le deal entre Joshua et Wilder aurait été signé pour mars 2024. Et quand on sait dans un passé récent ce qui se passe quand d'autres affrontements sont annoncés en avance d'un combat qui n'a pas encore eu lieu, ben ça peut créer des soucis. Typiquement, il y a eu Fury Usyk qui a été annoncé et Fury a passé une sale soirée contre Ngannou. Donc il faut faire attention à pas passer au combat d'après trop vite. De mémoire, si je dis pas n'importe quoi, vous pouvez me corriger dans les commentaires, hein, mais je crois que Canelo savait déjà qu'il allait boxer Golovkin après Bivol. Donc pareil, hein, on sait ce qui s'est passé entre Canelo et Bivol. Donc de manière générale, c'est pas bon de déjà savoir ce qui t'attend après. Et il y a un vrai danger pour le coup pour Joshua et Wilder de tomber sur une adversité complexe dans cette soirée. Et je trouve qu'ils se regardent un peu trop dans les yeux les deux. Et il faudrait pas qu'ils passent à côté du combat qui les attend. Parce que apparemment surtout le combat entre Wilder et Joshua serait conditionné bien sûr à une victoire de chacun des deux. Donc je vais parler un peu rapidement de tous les combats. J'avais adressé le sujet dans ma vidéo précédente. Donc vous pouvez la trouver sur ma chaîne où j'en parle. Donc sur DF Reckoning. Mais je vais revenir dessus un peu plus en détail maintenant. Donc on va commencer par Joshua Wallin, donc qui devrait être le main event. Ce qui est intéressant, c'est que Joshua a, donc, si je me trompe pas, encore changé de coach. Donc je sais pas s'il a encore des liens avec Derrick James ou si c'est vraiment fini. Donc Derrick James qui l'avait accompagné pour ses combats contre Jermaine Franklin et contre Robert Helenius. Et là, il est, on le voit beaucoup avec Ben Davison, donc qui serait devenu son nouveau coach. Donc coach britannique, connu pour avoir travaillé avec Fury au moment de son retour, donc contre Wilder. Et c'était d'ailleurs aussi son coach, je crois, contre Otto Wallin, donc quand Fury avait boxé contre lui. C'est un bon coach, très méthodique, très studieux, donc je pense que ça peut être aussi un bon match pour Joshua. C'est un coach anglais, donc ça lui permet d'être chez lui. On sait que il aimait pas trop forcément devoir partir loin, et ça a été un sujet quand il a dû changer d'entraîneur avec McCracken. Il voulait continuer à s'entraîner en Angleterre sans avoir forcément à aller aux États-Unis. Je trouve ça bizarre qu'il y ait eu une séparation qui ait fait si peu de bruit avec Derrick James, parce qu'à un moment il avait dit dans une interview, quoi qu'on dise, il avait dit Derrick James is the truth, donc même s'il perdait, etc. Donc j'avais l'impression que ça se passait bien avec lui. Après il y a Ryan Garcia qui est arrivé dans l'écurie de James aussi. Il y a eu des soucis avec Errol Spence, donc qui a perdu contre Terence Crawford. Donc je sais pas, peut-être que ça fait un peu de remue-ménage dans son écurie et que Joshua décide d'aller voir ailleurs. Mais voilà, mais en tout cas, donc Davison a déjà un peu d'expérience contre Wallin. Et Wallin, justement, c'est un boxeur qui est quand même assez compliqué à boxer. Donc il avait posé des problèmes à Fury. Il avait boxé contre Gassiev récemment, donc Mourad Gassiev, qui est connu pour être un gros cogneur. Et qu'il a réussi à bien empêcher de l'atteindre, grâce à son jab notamment. Et après, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que si on se dit que ce combat-là, il est fait pour préparer Joshua à affronter Wilder, c'est quand même étrange parce que le profil de Wallin est complètement différent du profil qu'un Wilder. Je crois qu'il est plus petit que Joshua. C'est pas un mec qui est connu pour son punch, c'est un gaucher. On sait qu'en plus Joshua il a galéré récemment contre un gaucher en la personne d'Usyk. Donc je me dis que c'est pas forcément le truc le plus malin de l'avoir mis lui dans ses pattes. Surtout que c'est pas un boxeur qui a une énorme hype, mais qui est quand même un bon boxeur et complexe à boxer. Donc je pense que le reward qu'aurait Joshua s'il gagne sera faible par rapport à ce qu'il va manger comme retour de flamme si jamais il perd. Donc voilà, compliqué, mais ça reste un bon combat. Et je pense que ceux qui connaissent un peu la boxe verront que si Joshua score une victoire nette contre Wallin et réussit à l'arrêter, on se dira que Joshua s'est remis sur des bons rails. Après, ça va être compliqué.
Parce que on sait pas trop où on est Joshua. Alors il a l'air d'avoir un peu un nouveau mindset, on l'a vu à la conférence de presse où il a l'air un peu agressif. Alors est-ce qu'il est plus agressif ou est-ce qu'il est complètement à côté de la plaque maintenant et trop susceptible et trop à fleur de peau? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'il a tendance à beaucoup mal réagir quand il prend des petites piques qui font partie de la prépa d'un combat. Hein. Donc voilà, c'est un peu dur de le situer là-dessus. Et surtout, on voit que dans ses combats récents, il a tendance à un peu trop réfléchir, Joshua, et de pas y aller comme avant, ce qui faisait sa force, hein, de mettre le pressing, d'y aller en mode démolisseur. Là, il réfléchit trop, il veut trop boxer comme un technicien. Et je pense qu'un Wallin peut le perturber parce qu'il peut le toucher sur des contres où ça peut l'énerver. Donc, est-ce que s'il l'énerve, il peut réveiller le Joshua démolisseur qui va se dire bon, allez, c'est bon, je m'en tape maintenant, je mets la marche avant et je roule dessus. Bah, ça peut être une bonne chose. Mais si jamais il commence un peu à rentrer dans sa tête et que Joshua s'agace et boxe mal, ça peut être compliqué. Parce que je me demande si contre Wallin, Joshua peut gagner au point. Je pense qu'il va lui falloir un KO. Parce que si ça va au point, c'est que Wallin aura réussi quand même à mettre en place une stratégie qui peut perturber Joshua. Après, voilà, Joshua est aussi capable de potentiellement gagner au point, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un combat cohérent et maîtrisé de bout en bout de Joshua que j'ai du mal à me dire que c'est encore possible. Donc peut-être que c'est moi qui suis trop sévère avec lui, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il en soit, ce combat, il va être riche en enseignements et c'est potentiellement un bourbier pour Joshua, je l'ai dit. Donc voilà, à voir comment il va s'en sortir et ce que ça va nous donner comme enseignement pour la suite. Ensuite, on a Wilder contre Parker. Alors ça aussi, c'est hyper dur parce qu'on ne sait pas du tout où en est Wilder. Entre le ring rust, donc parce que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas combattu, donc son dernier combat c'était contre Robert Helenius, un KO en un round. Donc il n'est pas resté longtemps sur le ring. Et avant qu'il mette le KO, il avait l'air particulièrement pas à l'aise dans sa boxe. Donc compliqué parce que Joseph Parker, c'est pas la même chose qu'Helenius. Je pense que c'est un niveau bien au-dessus. Et moi je me pose des questions forcément sur la capacité de Wilder à encaisser. Parce que Parker c'est un combat dangereux, un combattant dangereux surtout. Il est mobile, il est rapide, il est intelligent, donc il a une bonne vitesse de bras. Et surtout, il revient bien. Donc, il a mis un beau KO à Simon Keane. Il avait fait un beau combat contre Joe Joyce, qui a en plus pas la même physicalité que Wilder. C'est-à-dire que Joe Joyce, c'est un mec qui va avancer, vous allez le frapper, il va pas reculer, il va pas se mettre en boule. Donc bon, ça c'était avant Zhang, hein, donc je sais pas comment il va sortir de la pré-Zhang aussi Joyce, mais quand il a pris Parker, c'était impressionnant de voir que c'était un bulldozer, un rouleau compresseur. Vous pouviez le frapper de toutes vos forces, il reculait pas, il avançait, il avançait. Donc en termes de pression, c'est pas la même chose qu'un Wilder qui, je pense, s'il prend les coups de Parker, va plus se stopper, va avoir plus de mal à avancer, à imposer une emprise physique comme a pu le faire un Joyce. Donc je pense que c'est un match-up plus abordable Wilder pour Parker que ne l'a été Joyce. Mais à voir. En plus, il faut savoir que Parker est très proche de Fury, il s'entraîne avec lui. Possible qu'il y ait des conseils. Bon, entre avoir des conseils de quelqu'un et savoir les appliquer, c'est différent. Mais Parker, c'est quand même un boxeur assez technique. Donc il est capable de faire des choses que Wilder, en théorie, est moins capable de faire. Donc la question moi que je me pose, c'est est-ce que Wilder pourra encaisser assez longtemps pour avoir le temps de sortir sa droite? Parce que je pense que en termes techniques et en termes de gestion, comme on a pu voir contre un Ortiz par exemple quand Wilder l'avait affronté, une emprise technique et une maîtrise pendant le combat de Parker. Mais si la droite elle sort de Wilder, donc son bras arrière, ça peut éteindre la lumière à tout moment et ce sera fini. Après, pareil, on ne lèverait pas de l'esprit qu'il y a un espèce de blueprint entre guillemets de Wilder qui a été exposé. Donc de voir comment le combattre. Il y a une vidéo qui était assez intéressante justement où Ben Davison, l'entraîneur de Joshua, explique la mise en place tactique qu'il a fait contre Wilder pour arriver à le battre. Donc bien occuper son bras arrière pour l'empêcher de le sortir. Regarder au moment où il le positionne s'il est au niveau de sa poitrine ou s'il est plutôt au niveau de sa tête, parce que sinon au niveau de sa tête c'est qu'il va pas l'envoyer, alors que côté poitrine c'est le moment où il le déclenche. Faire en sorte que Fury ait toujours de la place derrière lui pour pouvoir vite se déplacer quand il voit qu'il commence à enclencher le bras arrière, ou si jamais il est pris sur un côté, vite tourner. Donc voilà, il explique bien ça dans une vidéo sur BT Sport. Elle était hyper intéressante. Donc voilà, je me dis, il y a des choses, des failles qui ont été vues chez Wilder et une façon de le combattre où à un moment on avait l'impression que il était injouable. Là,
c'est plus de temps le cas. Il y a l'équation qui a pu être résolue. Après, bon, on a vu que Helenius, ça n'a pas duré longtemps, le temps d'essayer de résoudre cette équation, parce qu'il y a toujours cette menace de la droite. Et quoi qu'on en dise aussi, encore une fois, même si on dit que Fury avait trouvé la solution, ben, il est quand même allé au tapis à de nombreuses reprises. Il a fallu s'en relever, et pas sûr que tout le monde ait la capacité qu'a eu Fury à se relever de la droite de Wilder. Donc voilà, après je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on dirait que Wilder essaye d'étoffer un peu son arsenal box depuis qu'il est avec Mike Scott plutôt que juste préparer un peu avec le bras avant et boum sortir la droite à chaque fois, ce qui devenait très très prévisible. Donc à voir ce qu'il va amener. J'espère voir le KO de Wilder, j'espère qu'il va bien revenir, j'espère que Joshua et Wilder vont gagner forcément parce que j'espère que ça va nous remettre une hype pour le combat. Autant Joshua, franchement, je pense qu'il peut mettre le KO. Je sais pas en fait, franchement, je sais pas en fait. Je dis ça, j'ai peur d'être encore dans l'émotion et d'essayer de me convaincre d'un truc. Je vois quand même moyen d'être un bourbier pour Joshua et sur Parker. En fait, il y a trop de choses qu'on sait pas, donc ce serait mentir que de donner un vrai prono. Franchement, je sais pas, je vais y aller vraiment avec une curiosité complète. Et ce sera plus facile de juger une fois qu'on aura vu ces deux combats ce qui se passera potentiellement entre Wilder et Joshua que là vous donner un prono maintenant c'est trop compliqué. Donc je passe mon tour, mais n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Ensuite on a Miller contre Dubois. Alors ça ce qui est rigolo pareil c'est le storytelling du combat, hein. On a le quitter contre le cheater, donc celui qui abandonne contre celui qui triche, parce que on sait que Jared Miller il tourne pas qu'au poulet, hein. Je pense qu'il est bien chargé aux hormones, enfin, et d'ailleurs il a été suspendu plusieurs fois pour ces raisons-là, hein, pour dopage, ce qu'on appelle les PED, donc des substances interdites. Bon, il est censé être clean là, mais on voit qu'il a quand même eu un gros passif avec le sujet. Et Dubois, ben, c'est celui qui a abandonné contre Joyce après son coup à l'œil, c'est celui qui a abandonné contre Usyk aussi en se relevant pas. Il avait fait un beau combat juste avant, alors il y a toujours cette polémique de est-ce que c'était un coup bas, pas un coup bas. Moi, je pense que on peut le mettre dans la catégorie des coups bas, et je pense surtout, comme je l'ai déjà dit à l'époque, mais que quand on voit à quel point Usyk lui a marché dessus sur la fin du combat, il n'y avait pas photo en fait, il n'y avait pas match entre les deux techniquement. Il aurait pu jouer sa chance. Après, en effet, hein, c'est la boxe, donc un KO, ça peut changer le cours d'un combat. On l'avait vu à l'époque entre Leywood et Michael Conlan, hein, récemment, justement, c'est un des combats qui me fait penser à ça, mais et qui a changé en plus le destin des deux boxeurs, chacun dans un sens, où Conlan il a sombré dans les méandres de la défaite et Leywood maintenant on dirait qu'il est intouchable. Enfin bref, je me éloigne du sujet, mais voilà, il n'a pas saisi sa chance au bon moment, peut-être qu'on l'a pas aidé à la saisir, mais en tout cas il nous a remontré que il n'avait pas cette grinta pour aller au bout des choses, donc il y a un gros enjeu de se dire face à un gros bad boy, comment est-ce qu'il va s'en sortir. Il y a une différence d'allonge quand même et de style qui est favorable à Dubois pour ce combat. Surtout face à un mec comme Miller qui va pas avoir d'autre choix que d'essayer de le coller et d'avancer, et qui va surtout rester en face de lui. Je pense que ça peut profiter au style de Dubois avec ses 1-2 efficaces, son style un peu simple, mais sa force de frappe qui est quand même pas négligeable. Attention par contre, si le combat il devient rugueux, que Miller arrive à amener la bagarre et que Dubois se fait toucher, là on sait de nouveau pas ce qui peut se passer dans la tête du Dubois, donc c'est dangereux pour lui quand même. Et faut se dire que Miller, de toute façon, il va chercher à mettre la pression. Et Dubois, son jeu à lui, ça va être de rester méthodique et solide mentalement. Là-dessus, franchement, j'aurais tendance quand même à plus dire Dubois. Je pense qu'il a quand même le bagage pour le faire. Et s'il perd contre Miller, pareil, Dubois, là, faut qu'il arrête. Parce que ça fera trop de défaites et trop de combats laborieux pour espérer faire quelque chose de mieux. Donc voilà, je pense quand même que Dubois est favori. Ensuite, on a Lyndon Arthur contre Dmitry Bivol. Donc ça, Lyndon Arthur, j'en avais parlé aussi. Moi, je me souviens de ses combats contre Anthony Yard. C'est un très bon jab, Lyndon Arthur. C'est un mec qui est compliqué à boxer si on se laisse avoir par cet atout de son arsenal. Par contre, je pense que la capacité de Bivol à casser la distance, à alterner justement les zones de combat, ça va être trop complexe à gérer pour Arthur. Je pense qu'au début, ils vont s'observer un peu et que très vite, Arthur, il va plus savoir où il habite parce qu'il va prendre le bouillon par Bivol qui va rentrer, sortir, bouger, se déplacer, frapper, connecter. Et je pense que quand il est hors de capacité d'utiliser son jab, Arthur, il est vraiment en galère. Et je pense que Bivol est trop fort techniquement. J'aimerais bien que ça permette à Bivol de renouer avec un KO. Et je pense que c'est pas impossible.
parce que je pense que le style d'Arthur est fait pour permettre à Bivol de scorer le KO. Donc à voir ce qui va se passer, mais je donne Bivol largement favori et je pense que ça va être un cauchemar pour la soirée de Arthur. Ensuite on a Zoro Opetaya. Donc Jay Opetaya qui en plus du coup risquerait d'être dépossédé de sa ceinture IBF, donc de champion du monde des cruiserweight, pour avoir participé à cette carte parce que Zoro n'est pas classé dans la Fédé. Donc un peu complexe, mais bon, c'est la boxe comme d'hab. Hein. Alors je pense qu'après ça donne une très bonne visibilité à Opetaya de participer à cette carte. Donc c'est toujours dommage s'il doit quand même sacrifier une ceinture pour ça. Surtout que le combat est pas censé être ultra équilibré, mais bon, à voir. Donc il y a une polémique autour de ça en tout cas. Zoro, je connaissais pas, j'ai regardé un peu ce que ça donnait. C'est un bon contre-attaquant derrière son jab en vrai, il met des bons coups au corps, mais je pense que comme Arthur avec Bivol, Zoro il va être noyé par le rythme et les changements d'angle d'Opetaya qui en plus frappe fort, qui est explosif. Et en plus il a ce truc Opetaya, donc il est gaucher, il rentre bien avec son bras arrière, il fait mal. Et je pense que du coup, soit Zoro arrive à faire mal tôt ou à casser Opetaya au corps, mais je pense vraiment que ça va être beaucoup trop pour lui. Et je pense que l'idée, c'est quand même de faire briller un peu Opetaya. Donc pour moi, il n'y a pas de risque. Ensuite, un peu plus bas, on a un Demori contre Ergovic. Donc Demori, il est connu surtout, enfin, il n'est pas trop connu, hein, il est même pas connu du tout, mais moi, je le connais parce que je me souviens qu'il avait affronté David Haye en 2016. Donc pour une défaite, hein. Pareil, c'est un match-up un peu qui est censé être facile, je pense, pour Ergovic, qui doit prouver qu'il est le contender poids lourd numéro 1 dans la Fédé IBF, donc où il veut un title shot. Mais pour moi, il n'est pas censé galérer dans ce combat. Après, il sort de 2 combats pas hyper concluants, mais un contre Zhang. Et quand on voit ce que Zhang a fait à Joyce, on se dit qu'en fait, c'était pas une mince affaire d'en sortir en un seul morceau. Surtout vu le peu de crédit qu'on donnait à Zhang à l'époque, donc il a quand même un peu passé un step compliqué. Mais c'est vrai que son dernier combat, il se réfugiait d'ailleurs un peu derrière Sergovic en disant ah voilà, à l'époque tout le monde m'a dit que c'était pas hyper concluant contre Zhang, mais maintenant vous voyez Zhang en fait il est hyper fort, il fait peur à tout le monde. Et le combat d'après qu'il avait sorti, il était vraiment pas très impressionnant. Donc si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était dans la carte justement Joshua contre Elenius. Il devait être à la base Joshua contre White. Hein. Donc voilà, c'était pas impressionnant, c'était même plutôt nul. Voilà, ce combat-là m'enchante pas. Voilà, mais je pense que Ergovic devrait s'en sortir sans trop de problème. Ensuite, on a Kabayel contre Makhmoudov. Donc ça, c'est un bon match-up, franchement. C'est aussi pour voir, surtout même pour voir où Makhmoudov en est au niveau de l'échelle de la compétitivité en poids lourd. Ça va être un bon marqueur de progression, je pense. Kabayel, c'est un bon espoir. Il va devoir survivre, je pense, surtout les premiers rounds s'il veut espérer quelque chose. Mais moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Makhmoudov, je suis pas encore convaincu. Je me souviens de son combat contre Takam où on s'était dit, en fait, Makhmoudov, c'est pas aussi impressionnant que ça. Si je compare un Makhmoudov à un Bakolé, ça, j'aimerais bien voir. Par exemple, Bakolé Makhmoudov, ça me plairait. S'il passe le test Kabayel. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus impressionné par un Bakolé que par un Makhmoudov, par exemple. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça va être un moyen de se niveler encore un peu plus, mais c'est pas encore un vrai révélateur de son niveau. Et enfin, dernier combat, on a Frank Sanchez contre Junior Fa. Ça, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Fa, j'avoue que c'est pas un boxeur que je connais hyper bien. Je me souviens qu'il avait boxé contre Joseph Parker. Après, Frank Sanchez, franchement, j'aime beaucoup. J'avais vu pas mal de ses combats. J'avais vu contre Efe Ajagba notamment. Et son dernier combat, je sais plus contre qui c'était, mais je l'avais vu aussi. Et Sanchez, franchement, il frappe fort. Lourd, il se déplace très bien, comme un Cubain. Hein, donc je pense qu'en vrai, pour ce que j'ai vu des deux, ça va être trop fort pour Junior Fa. Et je suis content de voir Sanchez en vrai boxer. Donc voilà, j'espère qu'il va bien s'en sortir et que derrière, pareil, on pourra avoir une belle opposition pour Frank Sanchez dans un prochain combat. Et au final, maintenant que j'ai fait le tour de la carte, on se dit que l'intérêt de cette soirée, c'est de se demander est-ce qu'il va y avoir un upset quoi. Bien sûr, il y a les 2 main events avec Joshua et Wilder qui va être important, mais la vraie question c'est est-ce qu'on va avoir un upset dans les sous-cartes c'est une question que je me pose. Donc est-ce que Fa va battre Sanchez? Est-ce que Kabayel va battre Makhmoudov? Est-ce que Demori va battre Argovic? Ça je pense pas. Est-ce que Zoro va battre Opetaya? Je pense pas non plus. Est-ce que Arthur va battre Bivol?
Ça pareil, ça m'étonnerait énormément. Donc voilà, l'enjeu il est plus là-dedans. Et bien sûr sur les deux combats Wilder et Joshua, de voir où ils se situent chacun pour préparer potentiellement un choc pour le mois de mars. Voilà pour cette soirée-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire aussi, si ça vous chauffe, voilà ce que vous pensez des combats. Et bien sûr, le dernier petit point à évoquer. Donc pareil, j'ai pas le temps de faire un énorme débrief du sujet ou une énorme preview. Je connais moyennement Marlon Tapales. En plus, je vais pas vous mentir, j'ai regardé un peu quelques-uns de ses combats, mais j'ai pas fait une analyse précise. Mais bon, du coup, oui, le 26 décembre, on va avoir Naoya Inoue contre Marlon Tapales. Ici, donc on va avoir le monstre contre le cauchemar. Donc, puisque Inoue s'appelle The Monster et Tapales c'est The Nightmare. Et l'enjeu, en fait, là-dedans, ça va être juste de se dire, est-ce que Inoue va être capable d'unifier deux catégories complètement en seulement un an? Donc ça, ce serait fort. Ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est que si Inoue le fait, il n'y a pas d'autre choix que de dire que c'est le boxeur de l'année, forcément. Voilà, pour moi, lui, Crawford et Usyk, les trois, ils sont vraiment très très au-dessus dans la boxe actuelle. Ça, il n'y a pas de débat. Donc moi je pense vraiment pour ce que j'ai vu que Inoue ça va trop vite, ça frappe trop fort et c'est trop organisé en termes de boxe pour être inquiété par Tapales, même si Tapales a battu Akhmad Aliev, donc qui est quand même un client. Mais voilà, je vois pas Inoue perdre contre lui, ce serait un upset de malade. Et je pense que du coup Inoue mérite largement et méritera largement à la fin de l'année le titre de boxeur de l'année. Ce qui est vraiment perturbant avec Inoue, c'est qu'on a envie de le voir contre des grosses têtes d'affiche, mais qui sont quand même dans des catégories de poids bien au-dessus. Là, il est en super coq. Donc, faut quand même monter un peu pour le voir. Voilà, on parlait un peu de pourquoi pas un catchweight vers les super plumes contre Lomachenko. Ça pourrait être cool. Voilà, on parle du Gervonta Davis, de Shakur Stevenson, mais aujourd'hui ces mecs-là en termes de poids, ils sont bien au-dessus de lui, donc c'est compliqué. Et je sais pas jusqu'où il pourra monter. On dit que c'est le nouveau Pacquiao, donc pareil, à voir s'il arrive à monter aussi haut que lui. Mais vraiment, c'est un boxeur qui est hyper excitant à regarder boxer, qui est très très bon techniquement, qui frappe très très fort. Donc voilà, j'aimerais bien le voir dans des match-up stimulant. J'espère que Top Rank va réussir à monter ça. J'espère que lui, en prenant du poids et en montant de KT, il va quand même garder son style de boxe et ses qualités. Parce que ce serait vraiment hyper intéressant. Et j'ai vu un truc d'ailleurs, un article en checkant tout ça, où Inoue raconte justement, j'en parlais tout à l'heure, que le boxeur le plus fort qu'il ait boxé, c'est Lee Wood. Donc il l'avait pris comme sparring pour préparer un combat contre McDonnell. Et il disait que c'était le boxeur qui frappait le plus fort qu'il avait eu en face de lui. Alors après, Lee Wood c'est un plume, mais il a combattu en sparring au moment où il n'était pas en période de combat, donc je pense qu'il était quand même plus lourd qu'un simple plume. Mais il disait que du coup il pouvait vraiment sentir la force de Lee Wood dans les gants, donc ça en dit quand même sur le niveau de Lee Wood qui est assez intéressant. Voilà, j'ai fait un peu le tour de tout, donc désolé, je vous fais pas un gros débrief de Tapales Inoue, mais je pense qu'il y a plein de chaînes, notamment Box Attitude, etc., qui vont en parler. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre soutien. Cette année, la chaîne a bien monté, donc je suis hyper content. Je vous retrouverai moi en 2024 pour débriefer un peu tout ça, peut-être à froid justement. Donc d'ici là, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la commenter bien sûr dans votre avis, la partager, mettre des bonnes notes sur les plateformes de podcast sur lesquelles la vidéo sera aussi disponible. Ça m'aide beaucoup. Merci encore pour tout votre soutien cette année. Merci pour tous vos commentaires hyper sympas. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur Antenne Box. Salut!